Et j'espère que ça va bien. Nous sommes le vendredi 30 décembre, tout simplement, avant-dernier jour du coup de cette année 2022. On aura 2 chroniques qui sont prévues. Actuellement, je suis en compagnie de Chambior du coup. Après ta chronique Chambior sur du coup les navires de guerre dans la fiction, on aura tout simplement une chronique tout simplement sur le top 10 des coasters que j'ai raidé. On avait dit qu'on reviendrait sans doute à Francis avec des bons résultats. Et pour le coup, on n'a pas menti puisqu'on a fait 4 parcs et plus de 27 coasters raidés cette année. Mais pour le moment, on va plutôt s'intéresser à Chambior puisque du coup, on va passer à ta chronique. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment t'es venue cette idée de sujet, de chronique pour le Morning Francis? Alors, faut savoir que moi, les bateaux, j'aime bien ça. Les histoires de bateaux, les pirates, tout ça, moi ça m'a toujours mal plu. Et puis la révélation, ça a été quand j'ai été assez grand pour pouvoir regarder Pirates des Caraïbes. Et en même temps, à peu près au même âge où j'ai pu regarder Pirates des Caraïbes, j'ai fait pas mal de stages de voile pendant l'été. C'est là que j'ai appris les joies de pousser un petit peu le sujet de la navigation. Quand on apprend à piloter des petits voiliers, ça devient vachement intéressant de savoir comment est-ce qu'on fait pour piloter des très gros voiliers qui sont beaucoup plus difficiles à manœuvrer. Bon, je suis fan de bateaux, donc j'ai envie de vous parler de bateaux. Les navires de guerre du 18e siècle dans la fiction, c'est très beau comme nom. Dans l'idée, c'est surtout pour parler des bateaux pirates dans les films et les jeux vidéo. Léger disclaimer, il est possible que j'utilise de manière un peu indistincte les termes français ou anglais, parce qu'il se trouve que trouver des informations en français directement, c'est compliqué. Comme on peut le voir sur cette magnifique image qui sort tout droit de Wikipédia à droite, qui représente toute la bataille navale qu'il y a eu entre 1804 et 1815, on peut voir en rouge surligner toutes les victoires des Anglais et en bleu surligner toutes les victoires des alliés des Français. Et il semble assez clair qu'il y ait une domination britannique forte. Que ce n'est pas une fierté nationale que notre flotte maritime. C'est bien dommage parce qu'on avait un paquet de jolis bateaux. Mais comme ceux des Anglais étaient encore plus jolis, et ben on a perdu. On a une magnifique photo du HMS Victory. C'est bien une photo du coup? C'est bien une photo en couleur et on pouvait développer des photos en couleur à cette époque, mais c'était juste très long et très cher, donc c'est relativement rare. Mais il y a vraiment quelques détails qui trompent pas. Le personnel d'équipage par exemple, qu'on peut apercevoir en regardant bien. Je trouve ça assez incroyable d'avoir trouvé une photo pareille d'un vaisseau qui est toujours debout puisque on peut le visiter, le HMS Victory aujourd'hui à Portsmouth en Angleterre. Ensuite, que serait le fait de parler de navigation sans parler des unités nulles qui vont avec. Et étant donné que c'est encore les Anglais qui ont imposé leur soft power un petit peu là-dessus, bah forcément on est encore avec des vieilles unités toutes nulles du système impérial. Du coup, ce qu'on a comme information, c'est qu'un 1000 marins, c'est 1852 km. Donc c'est un peu plus grand qu'un miles normal du système impérial. Et après, on a un nœud, c'est simplement 1000 marins par heure, donc 1,852 km par heure. C'est un peu un point d'honneur du coup dans le monde de la navigation de garder ces unités nautiques qui sont utilisées encore aujourd'hui dans les marines militaires, etc., même dans la marine tout court, pour mesurer à la fois la vitesse du vent et la vitesse des navires. Je vais aussi utiliser les termes de virer de bord et d'empannage. Ça signifie simplement tourner face au vent ou tourner dos au vent. Oui, un bateau peut remonter face au vent. Ça paraît pas forcément extrêmement intuitif comme ça, surtout avec un gros bateau. Par contre, ça demande pas mal de manœuvres et ça demande généralement de zigzaguer parce qu'on ne peut pas non plus aller complètement face au vent, sinon on s'arrête. Petite mise au point, qu'est-ce qui est un bateau, qu'est-ce qui est un navire? Le monde de la fiction, du jeu vidéo, l'imaginaire des pirates aime bien montrer les fiers marins, dire que non, ce n'est pas un bateau, c'est un navire. Mais un navire, c'est juste un terme pour désigner un bateau qui peut naviguer sur l'océan. Par contre, ça veut dire que dans la fiction et même dans l'imaginaire maritime de l'époque, encore un petit peu aujourd'hui, un navire, du coup, c'est quand même un petit peu plus qu'un bateau. Notamment à cause du fait qu'il a un nom et il est très personnifié dans l'univers. Ça se constate constamment par l'utilisation en anglais du pronom she, her. C'est pas ce bateau, c'est elle. Je suppose que c'est qu'on glorifiait ces bâtiments à une époque, un petit peu de la même manière qu'on peut le faire avec certaines voitures de sport aujourd'hui, parce que ce sont des bouts de technologie qu'on a pondus au XVIIIe siècle qui sont particulièrement poussés. Je suppose que vous connaissez ces deux logos, étant donné que ces deux œuvres sont probablement plus connues que toutes les œuvres dont je vais parler. Peut-être pas Pirates des Caraïbes. Oh là, teaser. Donc One Piece et Sea of Thieves, un petit peu des étendards des pirates dans la pop culture, ce ne sont pas, selon moi, les meilleurs représentants de nos chers petits bateaux à voile. Mais ils ne sont pas les seuls, puisqu'on a aussi un paquet de dessins animés pour enfants. Donc là, les 3 dessins animés, c'est Jack et les pirates, la famille pirate et Bob l'éponge. Je ne pense pas avoir besoin de m'étaler, d'écrire à quel point est-ce que ces bateaux ne sont pas très beaux. On te déteste! Alors après, on peut aussi parler de One Piece rapidement. C'est un monde un petit peu bizarre,
parce qu'ils sont à fond dans l'âme des bateaux, les trucs, les machins. Alors c'est un joli dessin, mais est-ce que c'est un joli bateau? Qu'est-ce que tu définis par joli bateau en fait? Bah moi j'aime bien quand il y a plein de voiles. Quand on voit les voiles triangles, parce que c'est très important les voiles triangles, sinon bah tu peux pas tourner. Puis en même temps les rangées de canons c'est quand même pas mal. Et là il y en a genre 3. Alors il va avoir du mal à devenir le roi des pirates le film. Et enfin Sea of Thieves. Alors j'aime bien le cas de Sea of Thieves parce que quand on parle jeu vidéo de pirates, les gens pensent d'abord à Sea of Thieves. Je pense que c'est de loin le jeu le plus populaire. Alors je pense à Assassin's Creed Black Flag, mais... Alors moi je préfère penser à Assassin's Creed 4 Black Flag et je vais faire ça rapidement en montrant un sloop et le sloop dans Sea of Thieves, ce qui ne sont pas du tout les mêmes navires. Pour avoir plus de mobilité sur les petits navires, en fait les voiles triangles sont vraiment plus efficaces que les voiles carrées qui ne servent vraiment que quand on est dos au vent. Sinon dans la plupart des autres cas les voiles triangles et les voiles trapèzes sont vraiment plus versatiles. Donc voilà pour les bateaux pas très beaux dont on ne va pas parler. Par contre voilà pour ceux dont on va parler, les bateaux un peu trop photogéniques, on va dire qu'elles sont. Est-ce qu'il y a ma masterclass auditive? Je vois qu'on a essayé de contourner les copyrights et je te remercie. Donc, Pirates des Caraïbes, donc une série de 5 films qui sont sortis en 2003, 2006, 2007, 2011 et 2017, basés sur une attraction de Disneyland Paris et qui sont devenus des films best-sellers avec des coûts de production très élevés, mais une rentabilité encore plus élevée parce que qu'est-ce qu'ils sont magnifiques. Mais est-ce que les bateaux, ils sont tous complètement réalistes? Et bah ça dépend lesquels. Par exemple, sur cette image, on voit le HMS Interceptor, donc un brick, c'est un petit navire de guerre équipé généralement d'une vingtaine de canons qui ressemble à une petite frégate mais qui n'a que 2 mâts. Le problème étant que dans Pirates des Caraïbes, entre le Black Pearl et le HMS Interceptor, lequel est le véritable navire le plus rapide des Caraïbes. Dans le film, on prête au Black Pearl, donc un galion, un modèle de navire qui date plutôt du siècle d'avant, mais qui était encore toujours utilisé à ce siècle-là. Donc c'est pas complètement improbable de voir encore un galion à cette époque. Ce qui est improbable par contre, c'est de prêter au galion le statut du navire le plus rapide des Caraïbes, surtout quand il a plein de trous dans les voiles. La vitesse maximale d'un galion reste d'à peu près 9 nœuds et celle d'un brick d'à peu près 11. Il est très improbable qu'un galion soit le navire le plus rapide des Caraïbes. Mais du coup, le brick, le HMS Interceptor, lui ça aurait été le vrai navire le plus rapide des Caraïbes. Bien il se trouve qu'au XVIIIe siècle, les frégates éclatent tous les autres navires en termes de vitesse. Par exemple, on a le HMS Endymion qui a été assemblé en 1795 qui a enregistré une vitesse maximale de 14,4 nœuds, donc qui éclate ces deux navires tous les jours de la semaine. Désolé Jack Sparrow pour ton ego avec ton petit bateau. Ensuite on va parler du Hollandais volant. Alors le Hollandais volant, des scènes impressionnantes avec le navire qui sort de l'eau, l'équipage fantôme, David Jones, l'orgue dans le navire, etc. Ce navire est basé en très grande partie sur un bateau qui s'appelle le Vasa. L'avantage du Vasa, c'est qu'il est dans un musée à Stockholm. Le désavantage du Vasa, c'est qu'il a été inauguré le 10 août 1628 et qu'il a coulé le 10 août 1628. À la boulette. Le Vasa, en fait, c'est un mélange entre un galion et une caraque qui était censé être un super navire de guerre du XVIIe siècle, celui-là. Et il était vraiment très armé. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Trop armé, trop lourd, trop gros et trop en hauteur par rapport à ce que la structure du bateau pouvait supporter. Tu es grosse, méchante. Il y a eu une rafale de vent. Le bateau a penché, mais ça allait. Puis il y en a une deuxième. Le bateau a penché, puis l'eau est rentrée par les écoutilles des canons. Et là, ça allait plus. Et 30 minutes après son départ, le bateau était 30 mètres au fond de la mer. Il y a eu plusieurs opérations pour le sortir qui ont pris plusieurs années. Et le 8 avril 1961, on a réussi à le sortir de l'eau. Puis on l'a mis dans un musée au final. Avant que tu passes à la slide suivante, j'avais une petite anecdote concernant justement le Vasa. C'est pas l'homme qui prend la mer. C'était censé être le navire le plus moderne du monde à son inauguration. Et pour le coup, ça devait être le fleuron de la marine du royaume de Suède. Et pour le coup, il a coûté 2% du PIB de l'époque de la Suède. Je sais pas si vous imaginez comment c'est énorme. C'est 2 fois la culture en France, par exemple, c'est une très bonne information. Imaginez le budget de toute la culture, donc cinéma, la télévision, la musique, l'industrie pour la presse, etc. Condensé x2 dans un seul bateau. Et il coule 30 minutes après sa mise en service. J'appelle ça un échec critique. Mais on peut en débattre si vous voulez après. C'est possible que ce soit un bel échec critique. Ensuite, on va parler du bateau le plus réaliste de tous Pirates des Caraïbes, tellement réaliste qu'ils l'ont fait 2 fois. Puisque dans le premier film, on a le HMS Dauntless, ou en français le HMS Intrépide. Et dans le troisième film, on a le HMS Endeavour, qui sont tous les deux une copie parfaite du HMS Victory. En parlant de Victory, on se souvient tous de cette magnifique scène où le Hollandais volant ressort de l'eau. Et on voit donc le Black Pearl qui est un galion et le Hollandais volant qui est un mélange entre un galion et une caraque
baraque pas mal surarmée, tellement surarmée que le vrai a coulé, qui s'avance bord à bord contre notre HMS Endeavour, qui est donc le HMS Victory. Face à tant de puissance, le HMS Endeavour ne va même pas se défendre, pas tirer un seul coup de feu et se faire exploser par les deux navires. Mais est-ce que c'est réaliste? Eh bien figure-toi, quand on a deux navires contre un, les faire passer les deux, chacun de leur côté, ça revient à faire 2 1 contre 1. Différent, séparé. Parce qu'un navire, non seulement quand on casse le côté droit, ça casse pas le côté gauche, mais quand on passe du côté droit et du côté gauche, il peut tirer avec les canons des deux côtés en même temps. C'est ciao. Ça veut dire que je me suis amusé à compter et à calculer le nombre de canons, étant donné que le Black Pearl et le Hollandais volant ne peuvent utiliser que la moitié de leurs canons, puisqu'ils n'ont qu'un seul bord exposé au navire ennemi. Ils cumulent à eux deux 44 canons de bordée. Le Endeavour, dans ce film-là, il en a 100 comme le HMS Victory. Donc ça fait 44 canons contre 100 canons, ce qui veut dire qu'il y a quand même un clair avantage de tir d'un des deux côtés. Donc dans cette scène où ces deux navires explosent notre petite copie du HMS Victory, normalement le navire de ligne de premier rang mange ces deux bateaux tous les jours de la semaine. Mais c'est spectaculaire, c'est une jolie scène. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est une jolie scène. Ensuite, ça c'est le Queen Anne's Revenge, donc le navire de Barbe Noire dans Pirates des Caraïbes. Et ce truc a un lance-flamme, et c'est vraiment pas le truc le plus réaliste à propos de ce bateau. Parce qu'on pourrait dire comme ça, oh ça va, il est joli, il a des voiles rouges, tout ça. Les voiles rouges c'est mort, c'est extrêmement cher, c'est tellement cher que même les navires qu'on voit anglais avec la croix de Saint-Georges tracée sur les voiles, c'est complètement irréaliste. La peinture rouge, beaucoup trop chère. Littéralement, tu viens de me dire là qu'il y a du Jackie Tuning sur du... Exactement, ce bateau est plein de Jackie Tuning. Et après il a un lance-flamme. C'est presque plausible parce que les Grecs avaient ce genre de truc. Cependant, sur un bateau comme ça, le feu, on aimerait bien le garder loin du bateau pour des raisons évidentes de sécurité. Ensuite, ça c'est le Silent Mary, donc le navire du méchant de Pirates des Caraïbes 5. Et ça c'est pire parce qu'il a des tourelles sur les côtés dans lesquelles il y a des canons et que ces canons sont censés peser plusieurs tonnes chacun. Et ensuite parce qu'il est beaucoup trop haut par rapport à sa ligne de flottaison et que si on le met comme ça dans l'eau, il tombe. Ensuite, on va parler de Assassin's Creed 4 Black Flag parce que ce jeu est vraiment très beau, vraiment très immersif. Il y a des combats impressionnants. Voilà, il y a des beaux bateaux, on est là, on les contrôle et tout, c'est incroyable, on tire des canons. Mais à quel point est-ce que c'est réaliste? On prête aux gros bateaux de ce jeu le nom de galions. Sauf que ce ne sont pas du tout des galions. Ce sont des navires de ligne de premier rang, comme le HMS Victory dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, on pilote un brick, qui est donc un navire qui fait à peu près la moitié de la taille de celui-là, qui a seulement 2 mâts et qui peut être équipé en réalité seulement d'une vingtaine de canons. On peut pas capturer un navire de ligne avec un brick, on peut pas capturer un fort, on peut pas rattraper une frégate, les frégates vont beaucoup plus vite que nous. Et on peut pas éperonner quoi que ce soit parce que tout ce qu'on va faire c'est qu'on va s'éclater le beaupré, également tout l'avant du navire. La question qui se pose dans ce jeu c'est est-ce qu'on privilégie le gameplay ou le réalisme? Et le choix qui a été fait, ça a été clairement le gameplay. Les bateaux de cette époque, ils se traînent le cul. Et surtout ça tourne beaucoup moins vite. C'est très dur de faire tourner ces navires. Donc, comme Assassin's Creed 4 n'arrive pas à être réaliste, on va aller regarder dans les jeux mobiles qui sont souvent incroyablement réalistes. Et c'est bien connu, c'est souvent des jeux extrêmement poussés. Et ce jeu mobile là, il est vachement plus réaliste qu'Assassin's Creed 4 Black Flag. C'est un jeu assez intéressant puisqu'il prend en compte le vent. Et moi je trouve ça super quand les navires prennent en compte le vent. On peut voir un petit peu sur ce schéma qu'on peut choisir d'ouvrir et de fermer nos voiles arrière. L'ouverture des voiles avant ou arrière, surtout des voiles triangles, va nous permettre d'orienter notre bateau. Donc on coupe les voiles avant quand on essaye de tourner vers le vent. Et puis dès qu'on s'éloigne du vent, c'est les voiles arrière qu'on coupe et on ouvre seulement les voiles avant, ce qui nous permet de tourner au mieux. Donc pourquoi ça marche? Pour ça tourne autour du centre de gravité en fonction de là où le vent tape, ce qui explique que ça nous simplifie le fait de tourner. Et voilà, du coup j'ai terminé ma petite présentation, donc je vais m'arrêter sur cette magnifique image de mon navire de ligne de premier rang que j'ai fabriqué sur mon serveur Survie Minecraft. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, donc je vais laisser la parole à Tristan pour sa chronique. Alors, déjà je vais te poser une question toute simple, pour le coup. Sais-tu ce qu'est un coaster? Absolument pas. Et ben voilà, c'est l'occasion d'expliquer. Un coaster, tout simplement, c'est le nom anglais pour désigner une montagne russe. Ça vient de roller coaster. Ce qui est intéressant, c'est que les Russes, ils disent montagne américaine. Voilà, ça c'est le petit trivia nul. On a fait 4 parcs cette année avec Cédric et on a ridé plus de 24 coasters. On n'est pas spécialement fanatique au point de faire un parc toutes les semaines, mais je suis quand même plutôt heureux qu'on ait tenu ce rythme. Il faut pas oublier une chose, c'est que la passion des parcs d'attractions, c'est une passion qui est plutôt chère. Ça nécessite l'entrée à un parc d'attractions et ça nécessite le déplacement. En moyenne, il faut compter quand même 200 € par week-end pour faire un parc. Il y a plein de coasters dont je vais parler et on va commencer par un tout premier coaster. Est-ce qu'on peut me commuter en régie si jamais vous avez le signal? Un coaster qui s'appelle un disco coaster. Alors un disco coaster c'est très simple, tu vois une bascule à peu près, quelque chose, voilà. Ouais.
sur laquelle on va poser un disque et ce disque va tourner sur lui-même. C'est le tout premier coaster que je vais passer dans cette liste, donc mon top 10. Ça va être tout simplement le Grizzly à Nigloland. C'est un type de coaster qui n'est pas très aimé dans la catégorie justement des parcs enthousiastes, donc les personnes qui aiment faire des parcs. Mais le Grizzly a quand même eu cet avantage qui est quand même qu'il a un très beau thème puisqu'on est au cœur de la forêt comme tu peux le voir. Et vu que la théma de ce quartier c'était un quartier canadien, avoir fait un coaster thématique autour du thème du Grizzly et de l'avoir intégré comme ça fait qu'il rentre en 10e place dans mon top 10. On va tout de suite enchaîner avec un autre coaster de Nigloland, à savoir le train de la mine de Nigloland. Pour le coup, je l'aime beaucoup parce qu'il a une thématisation aussi très bien poussée et surtout ça me permet d'introduire un nouveau type de coaster, les e-powered. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent exactement comme des trains traditionnels et du coup ça donne un train thématique qui est franchement sympathique, qui donne pas beaucoup de sensations mais qui a une attraction familiale et qui pour moi a tout son intérêt dans un parc. Là, on va enchaîner avec Heidi the Ride. C'est un coaster qu'on peut retrouver à Plopsaland de Palm, un parc en Belgique qui se trouve juste à côté de Dunkerque et qui pour le coup est le tout premier coaster de type wooden qu'on va avoir dans ce classement. Un wooden, c'est simple, c'est une montagne russe qui est faite en bois. Et pour le coup, c'est un tout petit coaster en bois tout mignon, qui est vraiment très familial. Il n'y a pas vraiment beaucoup de sensations. Ça a l'air impressionnant dit comme ça, mais vraiment, quand tu thématises un coaster sur le thème d'Heidi, il n'y a pas intérêt à être violent. Et vraiment, c'est un petit coaster sympathique. On va enchaîner du coup avec une attraction qui est plus connue, c'est mon 6e dans cette liste. Ça va être Hyperspace Mountain. Certains disent que c'est le meilleur coaster de Disneyland Paris. Je vous assure qu'on n'est pas du tout de cet avis avec Cédric. C'est une montagne russe qui est dans un bâtiment, donc c'est plutôt rare pour le signaler. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 pour le coup, qui existent en France. Pour le coup, c'est une attraction qui est importante parce que c'est celle qui a relancé Disneyland Paris, parce qu'avant ça, Disneyland Paris était profondément dans le rouge, comme on dit. Mais là, c'est avec le rachat en 2012, il y a eu une rethématisation qui a été faite autour du thème de Star Wars. Et malgré le fait que tu sois un grand fan de la saga, à mon avis, Chambior, je suis désolé de te le dire, c'est moyen. C'est très moyen. C'est dû à une chose toute simple, c'est que les rails qui sont placés à l'intérieur de ce bâtiment n'ont pas changé depuis leur ouverture. Ça vient d'un constructeur qui s'appelle Vekoma et qui est aussi réputé à l'époque pour faire des coasters qui sont très très violents. Je l'avais déjà expliqué dans ma chronique sur Minneapolis l'année dernière. Et les effets visuels sont pas du tout transcendants. Voilà, ça c'est le plus grand effet visuel que tu as vu. Ça reste quand même une machine plus sensationnelle que tout ce qu'on a vu pour le moment. On va enchaîner du coup avec un autre coaster, Pegasus Express au parc Astérix. Et pour le coup, c'est le premier coaster, on va dire familial. L'avantage de Pegasus Express comparé aux autres coasters de ce top, c'est qu'il y a une section en marche arrière. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va y avoir un aiguillage, comme sur un train, et on va partir en marche arrière, tout simplement faire une partie du parcours. Cette partie en marche arrière qui du coup permet de découvrir de nouvelles sensations et surtout de ne pas anticiper le tracé. Alors certains trouvent ça désagréable, mais l'avantage c'est que du coup on se fait beaucoup plus surprendre et la deuxième partie du coup en marche arrière, malgré le fait qu'elle soit moins rapide et beaucoup plus intense. On va enchaîner avec le 5e de mon top, Big Thunder Mountain à Disneyland Paris. On y revient à Disneyland. Pour le coup, si j'ai mis cette attraction à ce niveau-là, c'est pour une raison toute simple, c'est sa thématisation. La thématisation est folle. Ça a été créé tout simplement sur une île artificielle à la création de Disneyland Paris. Donc la gare se trouve en fait de l'autre côté d'un lac et le parcours se fait intégralement sur une île. Ce qui fait que niveau thématisation, c'est génial. Mais surtout, ce qui est le pire, c'est que le parcours, il est cool aussi. Le décor est magnifique. Ça, y a pas à nier. On parle de Marne-la-Vallée et pourtant le dépaysement il est présent comme tout ce qu'il y a dans ce quartier. Voilà, ça c'était Big Thunder Mountain. C'était vraiment, je voulais placer un coaster qui par sa thématisation pouvait être haut dans le classement et pas forcément par ses sensations. Le numéro 4 pardon dans ma liste. Tonnerre de Zeus au parc Astérix. Il faut savoir que Tonnerre de Zeus c'est une attraction qui est très vieille. Il a ouvert en 1998 si je ne m'abuse. Pour le coup l'attraction a vieilli comme toutes les coasters en bois. Les coasters en bois vieillissent beaucoup plus vite que les coasters en métal dû au fait que le bois travaille. Cette année, il a été retrack en partie par un groupe qui s'appelle Gravity Group et qui a refait une bonne partie du tracé, ce qui fait que la deuxième partie du tracé est effectuée à pleine balle sur des rails neufs, ce qui procure énormément de sensations d'airtime. Je devais forcément expliquer ce terme à un moment donné. Un airtime, c'est tout simplement la sensation d'apesanteur que l'on peut ressentir suite à tout simplement une accélération qui est provoquée vers le haut, tandis que le train va vers le bas, qui va libérer dopamine et adrénaline, qui va du coup provoquer une sensation d'apaisement très forte et c'est la sensation qu'on recherche. On continue sur les airtime, top 3 Alpina Blitz, complètement une masterclass, une classe de maître comme on dit, avec un coaster qui est d'une fluidité folle. Il y a deux choses qui fait qu'on apprécie beaucoup une montagne russe, ses sensations, tout simplement sa fluidité. Et là pour le coup Alpina Blitz c'est la combinaison des deux, c'est surtout par le choix du parcours qui a été fait par MacRide, qui a réussi à créer dans un très très petit coaster, il fait à peine moins de 900 mètres, il a créé une machine que je trouve incroyable. Je peux te dire qu'à chaque fois ça a été un kiff
incroyable. Mais il y a encore mieux au niveau du kiff, il y a mon top 2, c'est Osiris au parc Astérix, une attraction qu'on ne présente plus, incontournable dès lors qu'on fait le parc Astérix. Osiris, c'est un inverted coaster, une montagne russe dans laquelle on ne se retrouve pas au-dessus du rail, mais en dessous du rail, ce qui fait qu'on a le vide en dessous de soi. Ce qui est fou, donc, dans Osiris, c'est la first drop, comme ça, on va chuter de 40 mètres en twistant, et ensuite on va enchaîner ce qu'on appelle un dive loop, c'est-à-dire qu'on va monter au sommet d'une pente, et puis ensuite on va chuter la tête la première contre le sol. C'est un coaster d'une fluidité magistrale, avec des sensations d'accélération positives et négatives, donc des airtime parfaitement dosés. Et puis bien sûr, j'ai oublié l'élément principal, la théma, le temple d'Osiris, hypnotiseur des 12 travaux, qui pour le coup est revenu en Égypte, ouvrir sa propre attraction, qui pour le coup représente en fait un vol d'oiseau, très très en accord avec le fait de faire un inverted coaster. On est sur un coaster qui a coûté 20 millions d'euros. Ça aurait été mon coaster préféré si on n'avait pas visité un dernier parc en novembre. Est-ce que tu connais Tomorrowland? J'ai entendu parler. À Plopsaland de Panne, il y a eu un coaster qui a été ouvert en collaboration avec Tomorrowland qui s'appelle The Ride to Happiness. Et là, je suis obligé de mettre le son parce que tout simplement, ce qui est fou dans cette montagne russe, c'est tout simplement la juxtaposition du parcours et de la bande sonore, et qui du coup est parfaitement synchronisé avec le train. Le train est un spinning coaster, c'est-à-dire qu'il tourne sur lui-même, et à chaque fois du coup ça induit une sensation d'aléatoire qui va faire qu'il y a de nouvelles sensations à chaque démarrage, qui additionné à l'accélération au départ, puisque c'est un coaster propulsé, plus la thématisation, plus la bande sonore, ça fait ce que je pourrais qualifier la classe de maître, le meilleur coaster que j'ai jamais ridé de ma vie, qui fait littéralement quand on était sur les fins de parcours, on était comme ça. Parce qu'on n'avait jamais ridé un truc comme ça auparavant, et c'est pour ça que je l'ai mis premier de mon classement. Messieurs, dames, c'était du coup mon classement de top 10 des coasters de 2022. On enchaîne tout de suite avec le montage de Lego en compagnie de mon cher Rémi. Mais avant tout, parce qu'il faut un petit peu souffler, et puis parce qu'on va peut-être se prendre un petit café, pause pub maintenant.